parti, je pense qu'on est connectés. Alors si vous êtes bien là dans l'audience, s'il vous plaît, faites-nous signe, comme ça ce sera ah, ben voilà, je vois un premier bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Julie. Des messages s'affichent, Béatrice, Thibault. Ben, bienvenue à tous. Super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on ne s'arrête pas. Septembre est intense. Encore un nouveau webinaire et un nouveau sujet surtout. On couvre plein de sujets RH ce mois-ci, donc c'est génial. Je me retrouve aujourd'hui aux côtés de deux invités qui vont venir nous parler de la montée en compétences. Je vous propose de vous présenter. Phénomène un peu exceptionnel, nous avons deux Maude pour le prix d'une dans ce webinaire. Est-ce que Maude, alors première Maude Jardin de chez Lucas, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, nous dire un peu ce que tu fais de beau et qui est Lucas, et puis après Maude, Lele, Tim et Thio prendra le relais. On va y arriver. Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour Anaïs, bonjour Maude. Donc du coup, je suis DRH de Lucas. Avant de devenir DRH, donc il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai été consultante en stratégie RH pour Lucas. Et je me suis notamment occupée de la construction du référentiel de compétences en interne et du déploiement de notre outil Lucas Compétences en interne. Donc c'est un sujet que je connais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lucas, Lucas, c'est une plateforme de solutions de gestion qui automatise les processus RH et administratifs des entreprises pour alléger, in fine, le quotidien des collaborateurs. Donc, on simplifie la gestion des congés, des notes de frais, des entretiens, des dossiers RH. Et plus récemment, on s'est lancé sur le recrutement et sur les avantages salariés. On a sorti notre carte titre restaurant. Voilà. Et à préciser quand même que Lucas, alors on a déjà eu l'occasion de faire des webinaires avec Lucas, dans l'écosystème RH a une place toute particulière parce que, après, c'est très biaisé ce que je suis en train de dire, mais je trouve que la culture de Lucas est hyper intéressante, hyper inspirante, au-delà de la solution qu'elle est. Voilà, je trouve ça chouette de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, Maude, j'espère que je suis dans le bon sens, mais c'est moi, tu es de ce côté. Maude, côté Ethio, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maude Leleu, donc chez Ethio. Je suis DRH depuis bientôt 20 ans dans des environnements assez variés puisque j'ai commencé ma carrière dans l'environnement bancaire, puis l'industrie, la grande distribution pendant de nombreuses années. Et depuis 4 ans, je suis donc au sein d'Ethio. Ethio, c'est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en immobilier, supply chain, développement durable et restauration collective. Donc, Ethio compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs, tous cadres. Et donc, j'accompagne ces collaborateurs dans leur montée en compétences et je suis ravie de partager mon expérience au sein d'Ethio au sujet des compétences avec vous. On va avoir des beaux retours d'expérience aujourd'hui. On vous annonce un webinaire alors riche en informations, mais aussi très riche en retours d'expérience. Et je pense que c'est ça qui est aussi, qui fait la pertinence de ce webinaire, c'est de pouvoir vous partager du concret. On est là pour à peu près 1 heure ensemble. Ce webinaire, comme je le dis très souvent, je m'adresse à vous qui êtes en train de nous écouter. C'est votre webinaire, donc vraiment profitez-en pour réagir, pour poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de nos deux Maudes. Et puis, on gardera un temps à la fin. Si jamais il y a d'autres questions, on reviendra sur certains sujets si vous le souhaitez. Pour démarrer ce webinaire, peut-être une première question à l'audience, parce que aujourd'hui, on va parler compétences avec un point de départ sur une stat qui avait été partagée. Alors, Maude, côté Lucas, tu me repréciseras la source de cette stat, mais c'était, il me semble, 73% de salariés pensent devoir développer de nouvelles compétences, mais plus de la moitié d'entre eux ne se sentent pas accompagnés par leur employeur. Donc, voilà qui en dit long, et c'est un peu aussi toute la thématique du jour. Et je vous propose une première question, un premier sondage, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si ça vous va. Tout le monde valide ? Les Maudes, vous êtes OK ? On y va ? OK. Alors, le premier sujet, qui est parfois un peu épineux, mais on y viendra juste après, en plus tu l'as évoqué un peu en intro, c'est le référentiel de compétences. Je vous partage une question, je vous invite à voter. La question, c'est: est-ce que vous avez un référentiel de compétences, vous-même qui êtes en train de nous écouter? On vous invite à voter. Donc, c'est soit non, vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas de référentiel de compétences, soit oui, mais je suis ouvert à d'autres outils, ou oui, mais il est encore en cours de construction, histoire de voir un peu la tendance de l'audience, où est-ce que vous en êtes sur ce sujet.
Et je vois dans le chat quelques questions. Alors, problème technique, il faut réactualiser la page. Hop. Merci Angélique pour le bon sens. Donc, la tendance, je ne sais pas si vous voyez, vous aussi, les filles, le sondage, les résultats s'afficher, moi je les vois. On a plus de la moitié pas encore équipés. Et puis après, on a du 27% en cours, 14% oui, mais ouvert à d'autres outils. Donc, ça vous, juste avant d'avancer, ça vous surprend ce 13-60% pas équipés? Pas du tout. C'est vrai? Moi, je suis un peu novice là. Je me dis, waouh, c'est beaucoup. Non, c'est normal. Ok. Bon, ben, On y reviendra après. je vais calmer ma surprise. Ok. Bon, ben, intéressant de voir cette tendance. Ça donne un peu la température. On est presque à 60% de personnes non équipées. Alors, pour justement rentrer dans le vif du sujet, parce que l'idée de ce webinaire, c'est dans un premier temps de parler justement du déploiement du référentiel de compétences. On fera un focus après sur l'accompagnement des managers et on parlera enfin de la culture d'entreprise, parce qu'il y a aussi un sujet de culture d'entreprise derrière. Déjà, Maude, Lucas, est-ce que tu veux bien nous éclairer sur ce que c'est qu'un référentiel de compétences, surtout que, a priori, on est 60% à ne pas l'avoir mis en place. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Surtout que c'est un mot qui fait parfois peur au RH. On n'aime pas trop ce référentiel. Est-ce que tu veux bien nous apporter tes éclairages sur ce que c'est et surtout par quoi commencer? Voilà. Pour commencer, qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais. Alors, bon, déjà, le référentiel de compétences, pour moi, c'est la base. C'est un outil qui est clé pour accompagner le développement des salariés. Le mot fait peur. Souvent, c'est synonyme de projet d'ampleur, de chronophage. Souvent, on craint l'usine à gaz, on appréhende les difficultés de mise en place, de mise à jour, synonyme d'obsolescence. Voilà, ça fait un petit peu peur. Donc, je comprends que beaucoup d'entreprises hésitent à s'y mettre. Et pourtant, si on s'y prend de la bonne façon, le référentiel de compétences, c'est vraiment un outil qui est clé à la fois pour la gestion RH, pour les managers et pour aider les salariés à se développer. Donc, qu'est-ce que c'est? Un référentiel de compétences, c'est la liste des compétences qui est nécessaire aux différents métiers de l'entreprise, qui peuvent varier. Les compétences peuvent varier en fonction des métiers ou pas. Donc, ça comprend des savoir-faire, les savoir-être, les savoirs. C'est pas seulement une liste, on peut aller un peu plus loin. Le référentiel de compétences, il inclut aussi les définitions de chaque compétence et par niveau de maîtrise, par exemple, débutant, intermédiaire, maîtrise, expert. Mais l'échelle peut varier d'une entreprise à l'autre. Et pour donner un élément d'éclairage, c'est important de savoir aussi ce que n'est pas un référentiel de compétences, parce que souvent, c'est confondu avec le référentiel métier. Référentiel métier, c'est la liste de tous les métiers, familles de métiers au sein d'une entreprise. Donc là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, même si c'est nécessaire et ça aide à la construction du référentiel de compétences. Il ne faut pas non plus confondre le référentiel de compétences avec une bibliothèque de fiches de poste. Et ça, c'est hyper important et je pense que Maude en parlera aussi. Le risque, quand on se lance dans un référentiel de compétences, c'est d'aller sur quelque chose de beaucoup trop détaillé, d'aller sur de l'usine à gaz. Le référentiel de compétences, il n'a pas pour but de décrire les missions d'un métier, d'un job, les responsabilités et de détailler les compétences de façon extrêmement exhaustive. Tout ça, c'est dans la fiche de poste. Et enfin, le référentiel de compétences, ce n'est pas non plus une cartographie des compétences. La cartographie des compétences, c'est le panorama des compétences qui sont disponibles en interne, qui sont aujourd'hui maîtrisées par tel ou tel salarié. C'est un outil qui est très intéressant et qui est bien de mettre en parallèle du référentiel de compétences. Mais là, ce dont on va vous parler, c'est vraiment du référentiel en lui-même. Donc, les compétences qui sont nécessaires au métier. Souvent... Pardon, ouais. Maud, en termes d'utilité du référentiel, c'est aussi quoi? C'est pour anticiper les besoins en recrutement, c'est aussi pour anticiper les plans de formation, ça a plusieurs intérêts? Oui, c'est une bonne question. Moi, je déconseille formellement de se lancer dans la production d'un référentiel de compétences si on n'a pas un objectif précis en tête. Et Ok. les objectifs, ils peuvent être multiples. Ça peut être le recrutement, aider à l'identification des profils, définition des compétences pour tel ou tel profil. Ça peut être un objectif de développement des salariés, c'est le plus commun,
quelles compétences je dois maîtriser pour réaliser mon métier, et quel niveau de maîtrise est attendu à mon niveau, etc. Ça peut être aussi un outil pour identifier les experts en interne. Je sais que dans telle équipe, j'ai telle personne qui maîtrise telle compétence et du coup qui peuvent in fine former les autres salariés. Ça peut être aussi un outil d'évaluation de la performance. Le référentiel des compétences, il est clé pour pouvoir in fine évaluer et prendre des décisions de gestion RH. Et c'est aussi un super outil pour orienter les carrières, donner de la visibilité aux collaborateurs sur les différents métiers de l'entreprise et les compétences nécessaires au sein de chaque métier. Voilà. Très clair. Ça répond un petit peu à quelques questions, mais si tu veux bien, je te propose, il y a des questions dans le chat. Ouais. Ça suscite un peu des interrogations. Alexandra demande combien de temps on peut estimer à peu près pour faire ce listing de compétences. Par exemple, j'imagine que c'est son cas, elle compte environ 30 métiers différents. Là, peut-être que tu vas arriver justement sur la partie plutôt vision du projet. C'est un projet qui est censé prendre combien de temps? Ça dépend, j'imagine. Alors, clairement, c'est un métier qui souvent est un petit peu chronophage parce qu'il y a un élément clé qu'il faut prendre en compte, c'est la co-construction. Je vous déconseille très fortement de mettre en place un référentiel de compétences par l'équipe RH uniquement. Il faut inclure les salariés, à minima les managers, pour lister les différentes compétences nécessaires au sein de chaque métier. Donc, si on fait de la co-construction, forcément, ça prend un petit peu plus de temps, il faut l'accepter. Ce n'est pas un projet rapide qui se fait en un claquement de doigts. Du coup, bon, là, moi, je pense à Lucas. Il y avait une personne en charge de toute la gestion de projet et qui a impliqué, donc on a organisé une quinzaine d'ateliers. Donc ça a pris au total 3 mois. Voilà. Ok. Mais on est, à l'époque, au moment où on l'a mis en place, il y avait 600 collaborateurs. Donc on a beaucoup de métiers, on a une centaine de métiers différents. Oui, Donc ça ça se peut fait être pas plus en une rapide. heure. C'est un C'est projet pas en mode, collaboratif qui. voilà, en fait, à partir du moment où c'est collaboratif, forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Il y a de la gestion d'agenda, organisation d'ateliers. Donc, voilà. Je ne sais pas, On Maud, va, combien de temps ça vous a pris Oui, chez Ethio, mais... c'est pas un an non plus, parce que moi, je m'attendais à une énorme usine à gaz avant de m'y mettre. Et finalement, nous, on a réussi à le faire en 2 mois, parce qu'on avait, j'en parlerai tout à l'heure, mais on avait le timing des entretiens annuels qui allait arriver. On voulait absolument avoir finalisé le référentiel de compétences avant. Et au final, on a réussi à le faire en 2 mois. Et je suis assez bluffée qu'on ait réussi à le faire en 2 mois, mais c'est pas non plus si énorme. Donc, voilà, faut se lancer, il faut être rigoureux et méthodique dans la façon de faire. Mais ensuite, voilà, si on s'y met vraiment, alors nous, on n'est que 100 collaborateurs, mais en 2 mois, on a réussi à avoir un référentiel de compétences qui était assez complet et utilisable pour les collaborateurs. On va y venir. Après, vous allez nous détailler un peu la partie plus projet, comment cadrer le projet, le déploiement. Peut-être que ça sera du coup plus clair pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que, une deuxième petite question avant d'avancer, Alice qui demande, est-ce que ça concerne les compétences techniques ou aussi les compétences transversales? C'est hyper intéressant. Donc, les deux. Pour moi, là, il y a plusieurs choses. Déjà, un référentiel de compétences, il inclut à la fois les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Et il inclut des compétences qui sont spécifiques à certains métiers et des compétences qui sont transverses à l'ensemble des métiers. Et c'est hyper chouette d'utiliser ce projet pour se poser des questions de fond sur les compétences justement transverses à l'ensemble des métiers, qui souvent sont des savoir-être, qui sont le reflet des valeurs de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Chez Lucas, par exemple, on a profité du projet pour définir nos Lucatitudes. Voilà, donc c'est 3 compétences qui sont attendues de l'ensemble des Lucasiens et qui découlent de nos valeurs: transparence, entraide, exigence, indépendance d'esprit. Et voilà, et du coup, on évalue tous les semestres les Lucasiens sur ces Lucatitudes. Et c'est clé. Et en toute franchise, on pourrait même se limiter à ça. Je trouve que déjà, c'est un super outil. Oui, fédérateur. Mmh. Alors, je vois plein de questions. Je vois vraiment que le sujet intéresse, mais je pense qu'on ne va pas répondre tout de suite à toutes les questions parce qu'à mon avis, vous allez obtenir des réponses au fil de l'eau. Mais comptez sur moi, on reviendra sur vos questions si jamais vous n'avez pas eu les réponses. Maud,
Lucas, je crois qu'il y avait des bonnes pratiques que tu voulais nous partager et ensuite combiner avec le retour d'expérience de Maud et Thio. Oui, alors bon, j'ai commencé à déjà en donner certaines, On a mais déjà pour moi, partagé. voilà, s'il y a quelques points clés qu'il faut garder en tête si vous décidez de vous lancer, avant de laisser la parole à Maud, la co-construction. Donc c'est vraiment essentiel pour s'assurer d'avoir un référentiel métier qui parle à tous et qui soit après utilisé à la fois par les managers et les salariés. Le deuxième point, et il est vraiment clé, c'est la simplicité. Pour éviter de terminer avec une usine à gaz et pour favoriser l'utilisation du référentiel en interne, il faut absolument se forcer à limiter le nombre de compétences maximales nécessaires à chaque métier. Mmh. Chez Lucas, on s'est interdit de dépasser 10 compétences par qualification. Alors ce qu'on appelle qualification, c'est un métier, et un niveau, par exemple, comptable junior. Même 10 compétences, c'est trop. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le maximum, Ah maximum. oui. Mais moi, toute franchise, j'aimerais bien même qu'on arrive à baisser les listes, à baisser le nombre, pardon, de compétences et d'arriver à une liste de 4 ou 5 compétences maximum. Donc pour vous donner un peu, d'ailleurs, je crois que c'est sur hop, la slide suivante, mais voilà, donc on a utilisé ce framework que vous pouvez voir à l'écran. Donc on avait 3 à 4 compétences, donc savoir-être, socle de la culture d'entreprise, qui, elles, sont des compétences transverses à l'ensemble des métiers. On avait 4 au début, on a aujourd'hui réduit la liste à 3. Et après, on a essayé de définir des savoir-faire ou des savoir-être qui sont cette fois spécifiques à chaque métier. Parfois, ils peuvent être transverses à 1 ou 2 métiers, mais en tout cas, ils ne sont pas transverses à l'ensemble des métiers chez Lucas. Et ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que les savoir-faire en général sont plus, le nombre de savoir-faire est plus important pour les niveaux juniors, confirmés, seniors. Et plus on arrive sur des niveaux élevés de management, d'expertise, plus la liste des savoir-faire requis diminue et au contraire, la liste des savoir-être, elle, augmente. Pourquoi? Ah, c'est Parce que intéressant. plus on prend des responsabilités, moins on est attendu sur l'apprentissage vraiment de son Mmh. métier en tant que tel, mais plus sur des compétences Ouais. managériales, savoir-être, de coordination d'équipe, d'influence, de formation pour des experts. Voilà. Donc moi, ce schéma, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fonctionne très bien chez Lucas et il nous a vraiment aidé à construire notre référentiel. Par contre, je pense qu'on pourrait encore baisser le chiffre 10. Je pense on pourrait se limiter à 4 ou 5. Et justement, Et Maud, pour, juste je rebondis parce que, comme tu es en train de citer votre propre cas chez Lucas, il y a Vanessa qui demande: «Dans le référentiel Lucas, on ne peut pas sortir de la classification des savoirs ou savoir-être et savoir-faire». Donc, dans quoi vous avez classé ces Lucatitudes? Les Lucatitudes, du coup, elles concernent, principalement le savoir-être ou c'est réparti, dans plusieurs catégories? oui, ce sont des savoir-être, complètement. OK, De OK. toute Très souvent, hein, quand on parle des compétences transverses, à l'ensemble des métiers de l'entreprise, on est plus sur du savoir-être. Pas tout le temps. J'ai déjà eu des cas, de clients qui avaient des savoir-faire très spécifiques attendus de tout, mais c'est plus rare. Voilà, donc là, on est clairement sur des attitudes, de savoir-être. OK, très clair. Hem, je terminerai juste sur un dernier conseil que j'ai pas encore abordé, c'est l'outil, forcément. Si vous voulez, favoriser l'appropriation du référentiel de compétences et son utilisation, c'est bien de trouver un bon outil qui soit adapté. Heu, il y a Lucas, mais il y en a d'autres, on n'est pas le seul et voilà, essayez en tout cas, si vous décidez de partir sur quelque chose de très simple à la Excel ou à la Google Sheet, faites-en quelque chose de joli, qui puisse être facilement utilisé, par les équipes C'est et qui soit juste, collaboratif. je suis désolée, il y a plein de questions, mais je trouve qu'elle est intéressante aussi. Celle-là, ça fait rebond à ce que tu viens de dire. Et après, on avancera sur le retour d'expérience, ce côté Ethio. Je suis curieuse de voir comment ça s'est mis en place. Mais Alexandra, elle dit, est-ce que vous avez un template spécifique pour animer la relation avec les managers pour travailler sur le référentiel de compétences? Mais moi, j'ai une question sous-jacente. Est-ce qu'un outil, par exemple, comme Lucas, va justement avoir ce rôle de facilitateur pour impliquer les managers ou même les collaborateurs dans ce travail de fond autour du référentiel de compétences? L'avantage de l'outil Lucas, c'est qu'il permet, de donner accès facilement à l'ensemble des salariés,
à toutes les grilles de compétences par métier. Donc, c'est-à-dire qu'un salarié peut facilement aller voir la grille de métier, de compétences d'un autre département. Et justement, ça aide à la projection, développement, projection de carrière, mobilité. Donc, c'est un aspect qui est vraiment hyper intéressant dans l'outil Lucas. Ensuite, il fait le lien avec notre outil Lucas Performance et les entretiens. Ce qui fait que quand on crée une trame d'entretien trimestriel, on peut avoir automatiquement les grilles d'évaluation de compétences qui s'affichent en fonction du métier dans lequel le salarié est. Du coup, c'est aussi voilà, très, très facile d'utilisation. Donc forcément, ça joue et ça favorise l'appropriation, l'utilisation des grilles en interne. Parce que souvent, quand on reste sur un Google Sheet ou un Excel, c'est des outils qui font un peu peur, qui ne sont pas faciles à lire. Et bah oui, ça ne favorise pas l'appropriation par les équipes. Mais bon, il n'y a pas que Lucas, il y a d'autres outils. Je veux pas c'est pas l'objet de. Je veux pas forcément faire Oui, une oui, bien pub. sûr. Mais clairement, en tout cas, l'outil compte. Ok. Je vois qu'il y a une question par rapport à l'entretien annuel, mais justement, Maud et Thio, qui maintenant est dessous, je pense que tu vas nous partager voilà, ton retour d'expérience. Et si je dis pas de bêtises, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, ça faisait partie des objectifs pour la mise en place de ce référentiel, dépendait de votre impératif temps pour les entretiens. Est-ce que tu veux bien nous partager ton retour d'expérience? Oui, oui. Bah déjà, je rejoins totalement Maud Jardin de Lucas sur les différents éléments qu'elle a donnés tout à l'heure. Quand on a préparé ce webinaire, je me rendais compte qu'on était totalement en phase et qu'en effet, la co-construction, la simplicité et l'importance des soft skills dans les compétences sont absolument des éléments clés pour se lancer dans la construction d'un référentiel de compétences. Alors nous, chez Ethio, on est déjà parti du besoin. Le besoin, chez nous, il venait essentiellement des collaborateurs. Les collaborateurs avaient une demande et un besoin de visibilité. Comment je me situe dans l'organisation, comment je peux progresser, monter les échelons, quelles sont les compétences que je dois développer. Et c'était aussi une demande des managers pour faciliter aussi l'argumentation des promotions et surtout des non-promotions. Et donc voilà, ça permettait d'avoir des éléments fiables sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et avec une demande aussi qui est apparue très vite, c'était en effet de faire simple. Maud l'a très bien dit tout à l'heure. L'idée, c'était, il ne fallait pas qu'on se retrouve à devoir pinailler chaque ligne avec acquis, non acquis, et que du coup, une promotion soit juste un cumul et un comptage de acquis et non acquis pour pouvoir monter. Une promotion, c'est d'abord une reconnaissance globale, d'une montée globale en compétences. Et donc, on voulait un outil qui soit facilement utilisable et qu'on ne se perde pas dedans et que ce ne soit pas en effet une usine à gaz. Alors, nous, on ne partait pas de rien. On avait un référentiel rudimentaire sur Excel qui nous a servi de base. Donc, il y avait eu un premier travail qui a été fait il y a quelques années, mais en fait, on ne l'utilisait pas. Et du coup, là, le choix de l'outil pour nous, il a été une évidence puisqu'on était sur Lucas. On avait déjà plein de modules sur Lucas. Et en fait, c'est un peu Lucas qui nous a titillé. Enfin, ça nous a poussé en fait à prendre ce sujet à bras-le-corps et aller un peu plus loin que notre tableau Excel qui ne vivait pas. Et donc, c'est en effet 2 mois et demi avant les entretiens où on s'est dit, bon, allez, on se lance et on essaye dès cette année de l'intégrer dans nos entretiens annuels. Et ça permettait vraiment de faire vivre ce référentiel. Donc, on l'a fait en 2 mois. Le cadrage, il est essentiel. Je reviens sur la co-construction dont parlait Maud. On a constitué des groupes de façon très hétérogène, c'est-à-dire qu'on a regroupé différents niveaux hiérarchiques, même des très juniors. Alors, on a évité le lien hiérarchique direct quand c'était possible. On a aussi mélangé les âges, les anciennetés dans un même groupe pour enrichir les visions et faciliter les échanges. Et ça a été une vraie réussite. On n'a pas impliqué que les managers, on a vraiment impliqué tous les collaborateurs. Alors, c'est nous qui les avons choisis. En revanche, derrière, il fallait qu'ils soient volontaires et voilà, chacun choisissait s'il avait ou pas envie de faire partie de ce groupe de travail. Donc ça, je pense que c'était quelque chose vraiment d'extrêmement important, la co-construction. Ce qui a été important aussi pour nous, et je pense qu'il a été une réussite, c'est que c'est le RH qui a été en animateur des échanges, mais pas en apporteur d'idées ou en apporteur de solutions. Ce n'était pas du dessin, c'était vraiment de l'animation d'échanges. Et ça, je pense que c'était important, et bien sûr de respect du cadre aussi. Et de la facilitation même presque. Exactement. Et donc, on a choisi aussi que ce ne soit pas moi, la DRH, qui anime pour éviter tout enjeu de pouvoir. Et donc, c'est notre responsable administration du personnel, Angélique, qui a mené ces groupes. Et je pense que ça a aussi permis un meilleur échange des idées.
Après, ce qui a été important aussi pour nous, c'était de faire plusieurs réunions. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'en faire à minima 2, puisqu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, enfin sans grande surprise non plus, mais c'est que la première réunion, les collaborateurs, ils sont là pour poser, voire déposer leurs convictions, mais aussi leurs frustrations. Et donc, il faut aussi ce temps, cette première réunion pour déposer un peu tout ce qu'on a envie de déposer, les partager bien sûr, écouter du coup ce que les autres ont aussi à redescendre. Et puis ensuite, il y a ce temps de décantation avant la deuxième réunion, où là, la deuxième réunion, on était plus dans la construction pour décider, pour acter. Et d'ailleurs, souvent, les propos, de ce que m'a rapporté Angélique, les propos étaient plutôt plus nuancés que la première, où d'abord, on arrivait avec ses idées. Donc, c'est important vraiment d'avoir plusieurs réunions. Et puis, je voudrais peut-être revenir sur une question qui a été posée là tout à l'heure dans le chat sur l'importance des compétences techniques. C'était assez intéressant. En fait, en retour d'expérience, finalement, les collaborateurs se sont rendus compte que les compétences techniques, qui sont souvent les plus faciles à évaluer, finalement, elles ne sont qu'une partie des compétences. Alors, nous, chez Ethio, en plus, on est dans un métier de conseil. Donc, la posture, le développement commercial, la relation client sont tout aussi importants qu'une expertise technique. Et du coup, on a décidé, de façon collégiale, dans les groupes, de ne pas s'attaquer aux compétences techniques précises. On a juste nommé une seule compétence générale qui s'appelle expertise métier, mais on ne rentre pas dans le détail de cette expertise métier, au même titre que les autres compétences plus globales dont je parlerai tout à l'heure. Donc, expertise métier n'est qu'un petit bout de toutes les autres compétences. Et ça, je pense que ça a aussi été une réussite et ce qui permet aussi de faire vivre l'outil, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, les débats ont été hyper riches dans ces réunions. Il n'y a pas eu de tabou. Les collaborateurs se sont aussi autorégulés. Le fait que la RH soit plus en animation de réunion et pas en descendant, finalement, d'eux-mêmes, ils se sont dit non, mais là, non, quand même pas, etc. Donc, en fait, ils sont autorégulés et c'est plus impactant finalement que si ça vient du management ou des RH. C'est intéressant, juste, je rebondis sur ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que du coup, l'outil, ok, c'est le référentiel de compétences, mais c'est presque un prétexte, entre guillemets, pour créer de l'engagement, une espèce d'émulsion comme ça, inter-équipe. C'est intéressant de voir à quel point un outil qui, de base, a un objectif précis pour les compétences, il devient aussi un outil qui va fédérer, en fait. J'avoue, j'avais jamais pensé ça comme ça, personnellement. Beaucoup d'échanges. Oui, beaucoup d'échanges. Alors, je peux vous partager un petit peu ce que ça a donné en termes de résultats. Alors, c'est difficile, c'est un peu frustrant parce qu'on m'a demandé une capture d'écran, mais du coup, l'outil est dynamique. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça montre sur Lucas. Est-ce qu'on le voit? C'est bon. Est-ce que c'est ça? Donc, en fait, on a abouti à un seul référentiel pour tous les consultants, toutes filiales expertise confondues. Au début, on avait fait un groupe différent pour chacune de nos filiales métiers parce qu'on était encore dans l'optique expertise métier, vous voyez, le côté compétences techniques. Et puis, finalement, on est ressorti énormément de similitudes entre les différents groupes. Donc, on s'est dit, finalement, ce qui fait un consultant Ethio, ce n'est pas de savoir s'il est l'expert en immobilier ou l'expert en supply chain ou l'expert en développement durable. Le commun, c'est qu'il est consultant au service du client. C'est ça qui compte. Donc, finalement, on a fait un choix de regrouper et d'avoir un seul référentiel pour tous les consultants, toutes filiales d'expertise confondues. Ça a été plutôt une surprise, mais du coup, une bonne surprise de se dire qu'en effet, ce n'est pas l'expertise métier qui fait les compétences. Et donc, au final, on a 6 compétences clés qui sont déclinées par grade. Alors, du coup, j'ai été obligée d'avoir 2. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Je ne sais pas comment je passe à la deuxième. Attends, je te le fais. Ouais, voilà. Merci. Ah oui, ça y est, c'est bonne. Merci. Donc, c'était les juniors tout à l'heure et les seniors de ce côté-là. Mais du coup, on a 6 compétences clés qu'on va décliner par grade. On a 7 grades chez Ethio. Donc, nous, on appelle les genius pour les project managers et les leaders pour les senior project managers. Et donc, ces compétences, elles sont explicitées en quelques phrases. Vous ne le voyez pas là, mais il suffit juste de mettre sa souris et de la déposer dessus. Et la compétence est développée et expliquée en quelques phrases pour la décliner en fonction des attendus. Donc, ces 6 compétences clés, donc c'est le développement commercial, l'expertise métier, la gestion de projet, le management, la relation client et la vie d'équipe. Et on estime qu'elles sont vraiment communes à toutes. Alors, à tous, presque, puisqu'il y avait juste les fonctions support. Et donc, pour ça, on a créé un référentiel spécifique pour les fonctions support. Attention à ne pas les oublier. Je tiens à le préciser, même s'ils sont minoritaires dans une entreprise, mais c'était aussi hyper important pour nous de les rentrer aussi dans ce référentiel. Et donc, en fait, on a créé ce référentiel en miroir des compétences des consultants. Donc, typiquement, expertise métier, management, vie d'équipe, on les a gardées.
Mais par exemple, la gestion de projet, elle a été traduite en organisation. La relation client, elle a été traduite en relationnel et sens du service. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, juste Maud, pardon, parce que je vois il y a quelques interrogations. Plusieurs fois, la question est venue, donc je la prends. Catherine et Dounia qui se demandent, en fait, est-ce que tu décris la compétence ou plutôt chaque grade? Alors, je vois qu'Angélique a déjà répondu dans le chat, mais peut-être Dounia aussi qui demande, est-ce que vous allez jusqu'à illustrer chaque niveau par compétence? Concrètement, en quoi consiste le niveau débutant pour telle compétence, le niveau intermédiaire? Chaque niveau, on a 3 phrases qui explicitent du coup ce qu'on met derrière. D'accord. Okay. Je pense sur la slide juste après que je vais passer, parce que je vais vous expliquer du coup à quoi. Alors, attendez, mais parfait, voilà. Comme ça, je vais montrer juste après. Là, par exemple, là, c'était comme si on avait cliqué là sur intermédiaire. Là, vous voyez, j'ai 2. En dessous, c'est que veut dire intermédiaire en relation client? Ça veut dire consolide une relation de confiance et de proximité avec son client. C'est argumenter, défendre ses idées, faire passer le message à transmettre. Et donc, en effet, à chaque fois que vous placez votre souris sur chacune des cases, vous avez en effet les compétences qui sont demandées. On n'a pas pu faire quelque chose de dynamique, mais c'est extrêmement dynamique. Comme ça, tout est clair et on voit le statut d'avant, on voit le statut d'après et on a accès à toutes les références. Donc, et pas d'improvisation, tout est cadré. Enfin, moi, je me mets dans la peau parce que moi, je suis une ancienne recruteuse, donc j'ai la casquette recrutement de temps en temps qui réapparaît. Je me dis, c'est parfait parce que ça va toucher même la partie recrutement. Quand on va aller évaluer des compétences, il n'y a plus de place à la subjectivité finalement et on est encore meilleur dans son rôle de recruteur parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur le référentiel qui est cadré, tout est voilà, c'est objectif. On peut pas, il n'y a pas de place à l'improvisation ou à la subjectivité puisque tout est déjà cadré en fait. Exactement. Cadré et co-construit, là encore, je reviens quand même sur le mot que Maud a utilisé tout à l'heure, mais c'est hyper important. Ça n'a pas été pondu par les RH, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui ont examiné ces compétences-là et pas non plus que les managers, mais aussi les collaborateurs eux-mêmes. Et donc, ce référentiel, en effet, il est disponible à tout moment dans Lucas pour tous. Donc, on peut aussi aller voir les compétences ailleurs, les compétences support, etc. Et donc, ce référentiel, comme l'a expliqué aussi tout à l'heure Maud, c'est que du coup, chez nous, il est intégré dans les entretiens annuels grâce à Lucas. Je vais y revenir juste avant. Et donc, en fait, dans les entretiens annuels, on met cette rubrique-là. Et donc, ça nous permet de voir le niveau attendu pour le grade, puisqu'ici, là, en haut, vous avez une petite flèche avec niveau attendu. Donc, ça veut dire, moi, je suis aujourd'hui, donc G2, c'est Genius 2, c'est nos grades internes. Donc, on m'attend sur Genius 2 et moi, je m'évalue. Donc, en haut, c'est la préparation du collaborateur. Donc, le collaborateur s'auto-évalue. Et ensuite, en dessous, le manager l'évalue. Et donc, ça sert de base de discussion. Là, c'est un exemple concret. J'ai juste anonymisé, mais c'est un vrai support d'entretien. Et donc, typiquement, la personne était attendue au niveau intermédiaire, il s'estimait au niveau confirmé. La manager a mis, elle, ce qu'elle en pensait, donc elle le mettait plutôt au niveau attendu. Et elle a expliqué en quoi, du coup, sur la partie relation client, elle le mettait au niveau intermédiaire et pas confirmé, puisqu'elle expliquait donc qu'il devra progresser sur la ligne, c'est argumenter, défendre ses idées et faire passer le message à transmettre, qui là correspondait au grade supérieur, qui correspondait au grade confirmé. Donc, ça permet vraiment, ça sert de base de discussion, en fait, entre le collaborateur et son manager au cours de l'entretien annuel. Et ça peut aussi, bien sûr, servir aussi pour les promotions. Voilà ce que je pouvais partager. Ce qui a été important aussi pour nous, vraiment, et pourquoi on a réussi à le faire en 2 mois, il faut bien expliquer dès le début que le référentiel, il va vivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de pression démesurée sur la première version. Tout de suite, on leur a dit, on tente quelque chose, on vous le met à disposition dans les entretiens annuels, dites-nous ce que vous en pensez. Et derrière, par contre, après la campagne d'entretien, on a recueilli les feedbacks, on a fait un questionnaire de satisfaction, on a recueilli les feedbacks pour savoir ce qui était pertinent, ce qui l'était moins, et on a apporté des améliorations. Typiquement, il y a eu des managers qui ont demandé un peu plus d'exigences sur les compétences juniors, par exemple, et donc on l'a revu dans un second temps avec les managers pour que la deuxième version soit un peu plus appropriée. Mais ça, je pense que c'est aussi important pour tous ceux qui veulent se dire j'y vais ou j'y vais pas. C'est aussi de se dire
Voilà, c'est pas grave si la première version n'est pas parfaite. De toute façon, il y aura des ajustements. Le référentiel, il doit vivre. Et peut-être qu'en effet, pour un grade en particulier, on a peut-être été un peu trop exigeant, pas assez. Eh bien, parlons-en et puis on le fait vivre. Et puis l'année suivante, on le retravaille. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire que c'est un outil qui doit vivre. Ça me paraît vraiment important. C'est ça que je voulais te demander parce que tout à l'heure, Nathalie, dans le chat, elle disait je suis curieuse de savoir comment ça se passe en termes d'actualisation parce qu'effectivement, c'est un outil qui doit vivre et qui doit être réajusté régulièrement. Donc, toi, là, tu viens d'évoquer une fois par an. C'est quoi finalement le bon rythme? Une fois par an, hop, on refait tout ce travail ou c'est quoi concrètement les étapes? Alors, une fois par an? En tout cas, je laisserai peut-être Maud de s'exprimer. Nous, en fait, le référentiel, on l'utilise pour les entretiens annuels. Donc, nous, ça a du sens de une fois par an le remettre au goût du jour. Dans ton cas, dans ton contexte. Voilà, dans mon cas, comme tout le monde l'aura utilisé à ce moment-là, c'est le moment post-entretien de demander du coup l'avis des collaborateurs puisqu'ils viennent de l'utiliser et l'avis des managers pour savoir aussi si ça leur a été utile pour pouvoir en effet s'exprimer sur des faits concrets vis-à-vis de leurs collaborateurs. Nous, une fois par an, ça a du sens par rapport à notre utilisation. Maud, je pense que vous l'utilisez plus régulièrement, je pense. En fait, nous, on a nos entretiens 2 fois par an, donc on met à jour 2 fois par an. En fait, avant chaque campagne d'entretien, les responsables RH, les HR business partners vont voir les managers et leur demandent est-ce que tu as des mises à jour à faire sur tes grilles de compétences? Est-ce que tu es toujours aligné? Voilà. Et comme on le fait régulièrement, ça prend pas trop de temps, normalement. Ok. Et Véronique qui dit cet outil est un complément à l'entretien annuel, mais j'ai même envie de dire c'est pas qu'un complément, c'est le. Non, comment de l'entretien. On est d'accord. c'est même la base, l'outil de base de l'entretien. Je vous propose qu'on passe à la partie suivante qui concerne les managers, enfin un gros focus sur les compétences managériales et comment accompagner les managers, parce que c'est important la montée en compétences de ce public-là. Maud côté Lucas, si je dis pas de bêtises. C'est bon, j'arrive à suivre. On a besoin d'eux, ils sont indispensables pour la montée en compétences. Alors, déjà, si vous voulez que votre référentiel de compétences soit bien utilisé, les managers ont vraiment un rôle clé à jouer, déjà dans la construction du référentiel en lui-même, mais après, dans le développement des équipes et l'utilisation du référentiel lors des entretiens et aussi entre les entretiens. Bien sûr. Donc, le manager, pourquoi est-ce qu'il est clé? Parce que c'est lui qui va partager les attentes avec l'aide du référentiel, mais pas que, les attentes, les objectifs qui doivent être le plus clairs possible. C'est lui ou elle qui va partager du feedback. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es au niveau des attentes ou pas? Pourquoi? Quel est l'impact pour moi, pour l'équipe? Et puis, qui va pouvoir donner des clés aux collaborateurs pour s'améliorer via de la formation, du coaching, du mentorat, des lectures. Il y a plein de solutions possibles. En l'absence d'un manager, le salarié navigue à vue. Il ne sait pas où est-ce qu'il est attendu, quels moyens il a à sa disposition pour se développer, etc. On parle souvent de manager coach. C'est une des dimensions qui est essentielle au manager. Le développement des compétences, c'est une des compétences qu'on attend chez un manager. Donc, nous, chez Lucas, on a 6 compétences clés qu'on attend de tout manager. C'est une connaissance des fondamentaux du métier. On n'attend pas le même niveau d'expertise sur le métier qu'un expert ou un collaborateur senior, mais on veut quand même qu'il connaisse les différents métiers au sein de son équipe, qu'il ait une vision stratégique, qu'il soit en capacité de mettre de l'énergie dans son équipe, c'est-à-dire de gérer les moments forts, mais aussi les moments les plus bas, d'organiser le travail et la gestion des ressources, analyser et arbitrer, et enfin, une des plus importantes selon moi, développer le potentiel de son équipe. Donc tout ça, c'est pas inné, même si ça semble forcément plus naturel chez certaines personnes que d'autres. Mais en tout cas, l'entreprise et l'équipe RH a un rôle clé à jouer pour aider les managers à développer ces différentes compétences. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. J'ai une petite parenthèse, juste un petit virage, parce que je trouve la question hyper intéressante. Est-ce que le référentiel de compétences peut aussi servir de grille de lecture pour définir les salaires, les fourchettes de salaire, parce qu'on y vient, là, on a la directive qui arrive bientôt sur la transparence des salaires. Donc, Maëva demande, est-ce qu'il y a un lien qui se fait entre le référentiel de compétences, la grille de salaire
Est-ce que oui, non? Est-ce que dans la pratique, ça se fait? Enfin, voilà, vraiment question très, très ouverte. Alors, je peux parler, nous, de ce qu'on a chez Lucas. Nous, on a un référentiel métier qui comporte un certain nombre de métiers avec des niveaux associés, ce qu'on appelle du coup des qualifications. Par exemple, comptable junior, confirmé, senior. Et après, on a 2 tracks, soit management, soit expertise. Et donc, les niveaux évoluent sur ces 2 tracks. Ce référentiel métier, il nous sert de squelette pour les grilles de compétences, comme Maud d'Ethio, et aussi pour notre grille de salaire. Donc, en fait, à OK. chaque qualification, on associe une grille de compétences, donc des attendus, et la fourchette salariale associée. Et forcément, à chaque entretien, on est évalué sur ces compétences-là, entre autres, et on peut déterminer si oui ou non on est prêt à passer à la qualification suivante et du coup à la fourchette de salaire D'accord. associée. Donc c'est complet. L'utilisation, couvre tous les sujets, Voilà, pour le coup. exactement. Oui, nous OK. aussi, le lien, il est aussi un peu évident. En fait, dans une grille avec notre référentiel de compétences, ça va aussi nous permettre de définir les promotions, puisque si on est au niveau supérieur sur chacune des 6 compétences clés, c'est qu'on a une promotion, donc on passe au grade supérieur. Donc après, la grille de salaire, elle est aussi liée au grade d'Ethio. Donc voilà, c'est assez logique finalement que forcément, c'est imbriqué. Plus on monte en compétences, plus on monte en grade et du coup, plus on change aussi de grille de salaire au fur et à mesure. Et alors, Maud et Thio, il y a Alexandra qui dit, est-ce que vous pourrez nous partager les compétences attendues sur les rôles de manager par grade? Même mieux que ça, tu vas nous partager le parcours de formation de vos managers. Alors, voilà, c'est Maud de Lucas qui va le faire, mais en effet, nous… Ah oui, pardon. Ah, ça y est. Il fallait que je fasse une erreur à un moment donné. C'était sûr. C'était sûr. Ça se ressemble beaucoup, c'est-à-dire que comme Maud chez Lucas, oui, il y a toute une partie dans les compétences managériales d'organisation d'équipe, puisqu'on est aussi, je rappelle, une boîte de conseil. Donc, on a la répartition des équipes dans les missions. Mais on a aussi et surtout, on insiste beaucoup, un manager chez nous, en effet, il doit avoir la capacité à inspirer, à mobiliser, à entraîner son équipe. Tout à l'heure, Maud a parlé de manager coach. On est aussi, nous, vraiment dans cette logique-là. On est une population que de cadres. Donc, même nos juniors, ils ont tout de suite des fortes envies d'évolution. Et d'ailleurs, eux-mêmes, on va les mettre assez rapidement en situation de management aussi, parce qu'ils vont très vite aussi manager des stagiaires. Et donc, on est beaucoup, en effet, mais on y reviendra tout à l'heure, mais on est beaucoup dans l'accompagnement quotidien des managers pour pouvoir, en effet, continuer d'avoir des équipes plus importantes et puis surtout continuer à mobiliser et inspirer. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Voilà. Et Maud, du coup, je te laisse… Je peux vous expliquer brièvement ce qu'on fait chez Lucas pour aider justement les managers eux-mêmes à se développer. Alors, hop, je vais partager la petite présentation parce que j'ai un petit support. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on a plusieurs grades chez Lucas pour les managers. Donc, ça va de manager 1 à directeur 2, même directeur 3 aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'on a une offre de formation ou en tout cas des supports pour les aider à se développer en fonction du grade. Quand on arrive manager chez Lucas, on a d'abord, pendant les 6 premiers mois, un parcours de formation avec des modules variés que je vais vous détailler, soit internes, soit externes. Ensuite, pour des managers un petit peu plus expérimentés, 2-3, on organise des sessions d'échange et de partage d'expériences entre managers thématiques, avec des managers animés par des managers plus expérimentés. Donc, on les fait à une fréquence régulière. Et puis, pour les niveaux director, on a du coaching individuel et des sessions de co-développement également qui sont organisées. Voilà. Si je vais un peu plus en détail sur le parcours de formation des managers, le parcours initial, voilà à quoi il ressemble. Donc, on a un premier semestre que vous voyez ici, donc en orange, qui est obligatoire et collectif, donc qui démarre au moment où le salarié passe manager. Et là, ça commence par 2 jours de formation par un prestataire externe, mais avec lequel on travaille depuis longtemps, qui forme sur vraiment les bases du management. Et après, on a plein de petits modules de formation interne pour former les managers à la gestion des salaires, à la gestion des talent reviews et l'évaluation des compétences, justement, au recrutement, et puis à la gestion et l'identification et la prévention des risques psychosociaux. Donc, ces 6 premiers mois de formation, ils sont accompagnés d'une petite boîte à outils dans laquelle ils ont toutes les fiches process à leur disposition, des documents, des lectures auxquelles ils peuvent se référer.
Et puis après, on arrive dans un deuxième temps qui est lui aussi obligatoire, mais qui est beaucoup plus flexible au niveau de la temporalité. Les petits modules de formation qui doivent être effectués, mais ils ont un peu plus de temps pour les faire. Donc la gestion des conversations difficiles, le lean management qui est très important pour nous chez Lucas, et puis ces fameux échanges thématiques entre managers, retour d'expérience. Voilà. Puis après, on a plus des formations à la carte. J'ai juste une question pour l'audience. Qui a envie là tout de suite d'être manager chez Lucas? Parce que j'écoute le parcours, je me dis waouh, ça donne envie. Parce que c'est vrai que il y a un peu cette tendance qu'on voit beaucoup en entreprise, c'est que souvent la promotion au rôle de manager, elle est liée à la performance. C'est un acte de promotion plus que la prise d'un vrai rôle. Et il y a ce besoin de formation des managers. Et là, quand je vois un tel parcours, je me dis waouh, vos managers, ils sont dorlotés. C'est même pas qu'accompagnés, c'est qu'ils sont vraiment, c'est pas juste on t'offre une promo, tu deviens manager. C'est voilà, on va t'accompagner, on va te faire monter en compétence sur ton rôle de manager pour devenir le meilleur manager possible. Mais notre parti pris, c'est que c'est un investissement vraiment qui vaut le coup, puisque après, ils vont nous permettre aussi, enfin, ils vont devenir de vrais ambassadeurs RH aussi au sein de leurs équipes, et du coup, ils vont nous faire gagner un temps fou, et puis c'est un facteur de performance des équipes, d'épanouissement, d'engagement. Enfin, vraiment, c'est clé. Et toutes ces initiatives, elles vont de pair avec une culture très forte du feedback qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que les managers transmettent du feedback à leurs collaborateurs, mais les collaborateurs en transmettent aussi à leurs managers au moment des entretiens, via des enquêtes engagement, des demandes d'avis, de pairs. On vient de lancer là un questionnaire 180 pour que les feedbacks puissent remonter des équipes. Et c'est hyper important, et ça aussi, ça les aide à s'améliorer. Je vois dans l'audience, c'est les gens qui applaudissent le parcours Lucas. Alors, côté Ethio, ceci dit, voilà, vous aussi, vous avez des initiatives hyper intéressantes avec le côté communautaire même qui est assez présent. En fait, ce que je trouve très intéressant là, dans ce que Maud a décrit chez Lucas, c'est qu'en effet, le management, c'est bien sûr les fondamentaux du management au début où on commence le management. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est l'accompagnement des managers dans la durée. Et en effet, c'est ça que je trouve très intéressant, Maud, dans ce que tu as présenté. Nous, chez Ethio, on a mis en place il y a quelques temps une communauté leader. Le besoin, on s'est fait ressentir plutôt d'eux, d'ailleurs, qui avaient en effet ce besoin, ou en tout cas cette envie à la fois d'échanger entre eux et d'être accompagnés et d'avoir des tips aussi sur un certain nombre de sujets. Et donc, on a mis en place cette communauté leader, c'est-à-dire que tous les leaders chez nous se voient, enfin, on les a regroupés justement d'expertises différentes. On s'assure qu'il n'y ait pas deux personnes du même groupe et qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique dans un même groupe. Et donc, on a créé 4 groupes différents de 6 à 8 personnes qui donc, sont issus d'équipes différentes. Et ce sont eux qui vont choisir le thème. Et donc, chaque mois, on se réunit 1h30. Donc, en général, ce sont des thèmes managériaux. Comment est-ce qu'on fixe un objectif? Comment est-ce qu'on se prépare aux entretiens annuels? Mais pas que. On a aussi fait des sessions sur les outils ou sur un partage sur les projets. Et en fait, donc c'est moi qui anime avec Angélique, aussi donc responsable administration du personnel. Donc, on est 2 RH et éventuellement un expert sur si c'est un thème plus technique ou c'est pas managérial, ça va être un expert qui va l'animer. Et donc, on va avoir cet échange pendant 1h30 où là, c'est vraiment de l'échange de pairs, de l'échange de bonnes pratiques avec un peu d'éléments descendants sur certains éléments quand ils en ont besoin. Et systématiquement, on va faire un questionnaire après pour pouvoir améliorer le dispositif. Là, on est encore toujours dans la même logique. Tout à l'heure, quand je vous disais le référentiel de compétences, ça doit vivre. Nous, notre communauté leader, elle doit vivre. Donc, systématiquement, on fait un questionnaire pour améliorer et voir ce dont ils ont besoin, pour choisir aussi les nouveaux thèmes, puisque ce sont les managers qui choisissent les thèmes sur lesquels ils souhaitent échanger. Et ça aussi, ça marche vraiment bien. Et moi, je crois en effet beaucoup, comme Maud l'a dit tout à l'heure, sur l'accompagnement dans la durée des managers. Les fondamentaux du management, c'est essentiel, bien sûr. Je suis pas, nous aussi, les jeunes managers ont ces formations-là. Mais derrière, il faut continuer à les accompagner dans la durée. Et ce que je retiens, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises toutes les deux, il y a cette phrase qui revient très souvent dans votre discours, ça vient d'eux. Oui. C'est super important parce que c'est ce qu'on disait en intro, c'est que c'est pas qu'un sujet d'outils, c'est un sujet de culture aussi. Et ça me permet de faire une très belle transition sur la dernière partie, sur le fait d'au-delà de tout ça, c'est vraiment nourrir une culture
apprenante. Je sais que chez Lucas, c'est pour ça en intro, je disais, je suis ravie d'avoir Lucas parce que la culture de Lucas, elle est, enfin, en tout cas moi, je suis peut-être un peu enfermée dans un écosystème RH très parisien, mais Lucas est quand même cité assez fréquemment, j'ai l'impression, dans les sujets de culture d'entreprise. Donc oui, l'importance de cette culture feedback, amélioration continue, je sais que ça c'est très cher à votre cœur chez Lucas, Maud. Oui, c'est sûr que si vous aurez beau mettre en place tous les outils du monde, référentiels et autres, si la culture d'entreprise ne favorise pas l'amélioration continue, l'apprentissage en continu, ça ne prendra pas. Donc c'est clé. Donc nous, chez Lucas, on a défini alors, les Lucas Principles. Alors, je vais vous montrer rapidement. Donc, c'est nos grands principes qui découlent aussi de nos valeurs et qui sont des principes d'action. C'est-à-dire qu'on se rattache à eux pour toutes nos prises de décision, que ce soit des prises de décision stratégiques, business, produits, humaines, RH, etc. Et je vous les partage parce qu'il y en a quelques-uns qui sont particulièrement clés et qui font le lien avec notre sujet. Le premier, c'est Transparency by Default. Ce principe, donc, il promeut la transparence de tout chez Lucas. Tout est transparent par défaut, à la fois les décisions stratégiques, les salaires, vous en avez peut-être entendu parler. C'est clé parce que du coup, rien n'est caché, tout est transparent, on ne peut rien mettre sous le tapis. Et ça va de pair avec un autre principe qui est Speak Your Mind, donne ton avis, partage tes convictions. Chez Lucas, on se dit les choses et en tant que collaborateur, tu as accès à l'information, tout est transparent, donc tu peux te forger un avis, tu peux donner du feedback, le partager de façon régulière. On exprime nos désaccords et on apprend ensemble. Et ça, c'est vraiment très fort chez Lucas, parfois un peu fatigant pour l'équipe RH, mais c'est clé et ça nous aide à nous améliorer en continu. Voilà, donc je dirais que c'est les deux que j'avais envie de partager et qui sont clés et qui font vraiment partie de la culture. Et après, pour favoriser ça, concrètement, on met en place des différents outils que j'ai un petit peu évoqués, mais on a des entretiens chez Lucas qui se font au trimestre, pendant lesquels on pousse le partage de feedback, notamment avec un petit module qui est le module de demande d'avis. Donc, on peut demander des avis à des pairs du salarié, le recueillir pour après partager ces feedbacks en entretien. On utilise le référentiel de compétences. On a une formation au feedback qui est assez poussée. On a formé toute une squad de formateurs au feedback qui ont pour objectif de propager la bonne parole en interne et d'aider les salariés à connaître les bonnes pratiques en termes de feedback. Voilà, donc c'est quelques exemples, mais ça permet d'incarner ces principes et de faire en sorte qu'ils soient vécus au quotidien. Je crois que chez Ethio, vous avez aussi oui, alors nous, on utilise beaucoup l'outil Lucas et notamment, en effet, la solution performance, puisque ça nous permet en fait de créer des entretiens pour plein de sujets, des supports d'entretien. Donc, nous aussi, on a des entretiens, alors nous, semestriels, on les fait au semestre, mais après, on a créé plein d'entretiens. On fait des entretiens onboarding pour recueillir le feedback sur la qualité du onboarding. On fait des entretiens assez poussés de suivi de période d'essai, donc les entretiens semestriels, comme je le disais. Mais voilà, on fait on utilise beaucoup la solution performance en créant beaucoup d'entretiens avec Lucas. C'est hyper important le feedback. On a aussi, alors hors Lucas, on participe aussi à une enquête interne annuelle où là aussi on est hyper transparent sur les résultats de l'enquête et donc on va partager avec tous, la transparence c'est hyper important, on va partager avec tous les résultats précis de cette enquête annuelle. Donc voilà, ça aussi pour nous c'est hyper important. Et puis, pour mesurer l'engagement aussi, Maud, parce que je vois que je vais y arriver. Dans le chat, Elric demande est-ce qu'on peut mesurer l'engagement? Quels KPI sont préconisés pour mesurer l'engagement, justement? Alors, ça, nous, tu viens d'évoquer. Pour l'engagement, ça va être tous les entretiens. Enfin, je pense notamment au onboarding, suite période d'essai. Alors, nous, on attache beaucoup d'importance au pré-boarding, au onboarding et ensuite au suite période d'essai. Donc là, on va faire beaucoup de questionnaires et on va vérifier du coup l'engagement de nos collaborateurs. En effet, sur les 6 premiers mois, c'est hyper important pour nous. Et puis après, oui, l'enquête interne annuelle. Donc, on passe par Choose My Company et en effet, on fait une enquête une fois par an. Et là, on va aller regarder du coup sur chacun des critères où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon et où est-ce qu'on doit s'améliorer. Et on partage ces
résultats-là aussi en toute transparence. Donc oui, c'est une mesure d'engagement et c'est hyper important. On est dans un cabinet de conseil, on a beaucoup de turnover, moins que les autres, mais voilà, en tout cas, on a un vrai souci et une importance en tout cas de fidéliser nos collaborateurs. Et puis, le feedback, c'est aussi, le feedback, c'est super, mais il y a aussi tout ce qui est ouverture au monde extérieur aussi qui est important. Quand on parlait de culture apprenante, Maud en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, mais on encourage par exemple beaucoup nos collaborateurs à participer à des clubs, à des cercles, à des associations professionnelles. Oui. Pour pouvoir échanger, faire rayonner aussi Ethio, et ça leur permet aussi d'apprendre plein de choses à l'extérieur aussi. Donc ça, l'ouverture au monde, je pense que c'est hyper important également. Je ne sais pas si Maud, tu veux rebondir, mais je pense que vous êtes aussi là-dedans. Et puis, dernière chose aussi, alors nous, on a une spécificité, c'est qu'on a une filiale d'Ethio qui a été créée dédiée à la formation professionnelle, certifiée Calliope, qui nous permet de proposer des formations externes à nos clients. Et donc là, ça permet aussi à nos consultants de devenir formateurs occasionnels dans leur expertise métier. Et donc là, ils vont créer des programmes, créer des supports, animer des formations, donc soit en interne pour nos collaborateurs, soit en externe pour nos clients. Et donc, ça les oblige aussi à rester à la pointe de leur expertise. Ça leur permet aussi de développer des nouvelles compétences. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on développe et qui participe aussi à cette culture apprenante de l'entreprise. Très clair et très intéressant du coup, parce que ça permet vraiment au-delà de dire oui, il faut une culture apprenante, là, on voit comment ça se matérialise, donc c'est hyper intéressant. Pour aller vers une conclusion à ce webinaire, je voulais partager un dernier petit sondage auprès de l'audience. Après avoir écouté toutes ces prises de parole sur le sujet du développement des compétences, on aimerait un peu savoir, vous, à votre échelle, maintenant que vous avez suivi notre webinaire, quel levier vous songez à prioriser pour développer des compétences dans votre organisation maintenant? Est-ce que c'est l'accompagnement des managers, votre priorité? Est-ce que c'est le renforcement de la culture d'apprentissage, la priorité? Ou bien le déploiement et l'enrichissement du référentiel? Moi, j'ai envie de dire qu'en vrai, ça serait les trois dans un monde idéal. Mais s'il y a une priorité, laquelle est-elle pour vous? C'est assez partagé entre l'accompagnement des managers et le référentiel, le déploiement du référentiel. C'est encore en train de voter. Avant de conclure, j'ai vu une question passer. Ça sera peut-être aussi une opportunité de donner un mot de la fin à ce webinaire. Tout à l'heure, il y a, alors je vais retrouver, c'est Anna, je crois, qui demandait, selon vous, est-il pertinent de commencer par les profils administratifs et managers avant de faire le personnel de production? Dans son cas, c'est une usine agroalimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de dire, c'est un peu comme vous le sentez vous aussi. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus simple? Je pense qu'il vaut mieux commencer par le plus simple. Parce qu'après, une fois qu'on se lance, après, on est dedans et on continue. Nous, on a choisi plutôt les métiers opérationnels, et puis parce que c'est aussi 90% de notre population. Donc, on a commencé par l'opérationnel, on a fait les fonctions support après en miroir. Je pense que c'est un peu comme vous le sentez aussi, mais il faut que vous ayez envie, en fait, de faire le premier pas. Et puis après, ça déroule, en fait. Maud, je ne sais pas quel est ton... Oui, moi j'ajouterais deux choses. Déjà, moi je commencerai par les compétences transverses à tous les métiers, se poser la question de ces compétences socles de la culture d'entreprise. Et deuxième point, je pense que c'est bien de commencer par un succès. Dire que prendre en compte le niveau d'engagement et de motivation des équipes pour la production du référentiel, je pense que ça peut être aussi une bonne idée pour après montrer aux autres que ça fonctionne bien, que ça s'est bien passé et que du coup on peut dérouler sur d'autres fonctions. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important dans ce type de projet. Super. Écoutez, merci parce que ça permet peut-être d'apporter des éclairages à Anna qui soulevait cette question. Et je rebondis sur le sondage. Donc, conclusion, on est vraiment 40% sur l'accompagnement des managers et le déploiement et l'enrichissement du référentiel. Et dans un second temps, c'est le renforcement de la culture d'apprentissage. Après, c'est intéressant parce qu'on a bien dit renforcement de la culture. Donc, c'est vrai que c'est plutôt secondaire. Mais si la formulation était peut-être initier une culture d'apprentissage, ce serait peut-être ça la priorité. Vous avez vu un peu comment je donne du flou à tout ça. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire qui était vraiment très complet. J'ai vu énormément de réactions dans le chat. Si vous avez quelque chose à partager ou peut-être une interrogation, c'est le moment. Il nous reste
1 minute. Je vous mets la pression, vous qui nous écoutez. Le lien qui nous est partagé par Louise aussi, si vous voulez récupérer le guide pratique proposé par Lucas sur la montée en compétences. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense que déployer sur les managers administratifs est le plus facile pour voir si la culture du référentiel est appréciée. C'est la réponse d'Anna suite à vos éclairages. En fait, merci. Anna, pardon, j'y repense, mais partez du besoin aussi. Partez du besoin, en fait, des équipes. Du besoin. On ne fait pas un référentiel compétences pour se faire plaisir pour cocher une case. En fait, c'est quel est le besoin des collabs. Et je pense qu'à partir de là, on fait un référentiel qui correspond à un besoin et qui est utilisé derrière. Donc, voilà. Aligné. 100% aligné. C'est beau, c'est parfait. Le support mis à disposition apparemment n'est pas au bon format, on nous signale. Donc, je pense que de toute façon, la team Lucas reviendra vers vous post-webinaire potentiellement pour vous partager le support ou des éléments après le webinaire, je pense. Je pense qu'on a tout dit. Moi, je vous retrouve très bientôt. Et quand ça y est, je suis perdue dans le temps. Il y a trop d'événements. Moi, je vous retrouve quand mardi prochain. Mardi prochain. Attention, changement d'horaire. On est sur un webinaire qui a lieu à 14h sur le sujet de l'absentéisme. Gros sujet en cette rentrée. Cette crise silencieuse de l'absentéisme. Comment l'apaiser? Si on peut l'apaiser, comment? J'aurai plaisir de vous retrouver mardi prochain. Merci beaucoup Maud et Maud pour tous ces éclairages. J'ai vu énormément de réactions dans le chat. Je vois des merci s'afficher. Vous avez été hyper impliqués, hyper actifs dans l'audience encore une fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Maud. Merci Maud. Merci à vous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci.